Y les pediría a los coordinadores del panel temático de cálculo de alto desempeño, David Ríos y Luc Saint-Janet. Aquí están, perfecto. Si pueden compartir con nosotros sus conclusiones, cómo ven las perspectivas en esta área temática. Adelante, David. Felipe, siéntate. Bon, bonjour à tous, messieurs, dames. Je voudrais remercier d'abord l'accueil des groupes français à ce deuxième forum franco-mexicain sur la recherche et l'innovation, mais aussi remercier l'avoir choisi le thème de calcul de haute performance comme un sujet important pour la collaboration entre nos deux pays. Cela dit, je vais avoir le besoin de switcher en espagnol, parce que je suis supposé de parler en ma langue. Donc, yo continúo en español. Bueno, quisiéramos compartir con ustedes los resultados, las conclusiones que tuvimos ayer en el taller en la tarde. Un taller muy interesante, muy útil además para la comunidad mexicana que está interesada en supercómputo. Y quisiera presentarles primero los participantes, tanto del grupo mexicano de diferentes universidades en México, como el grupo francés, que incluyó en particular participantes de empresas francesas muy importantes. Y es que muy incómodo. Sí, prefiero. Merci. Bon, pardon, mais je n'arrivais pas à voir. Donc, quisiera, como comentaba, compartir con ustedes algunas conclusiones que tuvimos ayer en el taller. En particular, la primera es que el cómputo de alto rendimiento ya no es una opción que uno puede tomar como país o no. El cómputo de alto rendimiento es una herramienta estratégica para el desarrollo tanto científico como tecnológico como en la innovación, y esto está reconocido, ya estaba reconocido por supuesto en la academia, pero está siendo reconocido cada vez más de manera de hecho exponencial por las empresas a nivel global. La otra conclusión importante es que resulta muy trascendente generar sinergias entre el mundo académico y el mundo de la industria, ¿verdad?, basado en tecnologías de cómputo de alto rendimiento. Una conclusión más derivada de las diferentes exposiciones y los diferentes contactos que se han tenido con instituciones francesas es que la experiencia francesa, que es una experiencia probada, exitosa además, que llevó, por ejemplo, la creación de la agencia JENSI, es una experiencia que se antoja como muy pertinente para desarrollar supercómputo en nuestro país. ¿Por qué? En particular porque
El desarrollo de cómputo de alto rendimiento en Francia se dio en los últimos 10 años partiendo de condiciones muy similares a las que México tiene actualmente. O sea, México tiene actualmente una capacidad de cómputo que ya la evaluamos, y esas condiciones esas capacidades de cómputo actuales de México son muy similares a las que Francia tenía hace 10 años solamente. Y el esquema que Francia implantó, que Francia generó para el desarrollo de esas capacidades, es un esquema que se antoja como muy, digamos, válido y muy abordable por la comunidad mexicana. Entonces, creo que es una consecuencia muy importante derivada del foro, que es el esquema francés puede ser un esquema válido para México, ¿verdad? Y nosotros como grupo estamos proponiendo seguir ese camino, lo cual implicará, por supuesto, entre otras cosas, un apoyo decidido por parte del gobierno mexicano. Otra conclusión importante es que el desarrollo de cómputo de alto rendimiento requiere dos cosas que son trascendentales y que no pueden separarse. Una de ellas es, obviamente, la generación de una infraestructura pertinente, y por otro lado, también una generación de una capacidad humana, de recursos humanos capacitados y con toda el expertise pertinente para desarrollar esta área. También una conclusión que se deriva de la discusión es que las universidades deben abrir sus capacidades de supercómputo o de cómputo de alto rendimiento a la academia en general, pero además a la industria, ¿verdad? Y en particular a la industria pequeña y mediana. Y un poco evangelizar, digamos, en estos temas, ¿no? La otra conclusión importante es que ninguna comunidad, ningún tipo de actividad debe estar fuera del uso de esta herramienta que se antoja como muy, muy importante. ¿Quieres continuar? Merci David. La deuxième partie des discussions du panel a porté sur l'aspect ressources humaines. Il est clair que la maîtrise de ces technologies qui sont autour du calcul scientifique et de la simulation numérique est un vrai challenge, et que cet aspect ressources humaines est indissociable de la partie infrastructure, et on a besoin des infrastructures pour former les nouveaux talents, et les nouveaux talents ont besoin d'infrastructures pour pouvoir se développer plus rapidement. Un autre commentaire qui a été fait et qui est une conclusion un peu du groupe est de dire que les compétences autour du calcul scientifique et de la simulation numérique et les compétences scientifiques ne sont pas deux choses qui peuvent rester séparées comme elles l'étaient dans le passé. Très clairement, les discussions avec les industriels qui étaient présents dans la salle, les discussions avec les universitaires qui étaient également là, conduisent à dire que coder et chercher, proposer des solutions sont des choses qui doivent converger, et que donc les deux types de compétences sont amenés à travailler de manière de plus en plus proche et de manière de plus en plus intégrée. Donc c'était un commentaire intéressant de la part des industriels. Un autre commentaire, c'est de dire qu'on ne peut plus imaginer utiliser le calcul scientifique et la simulation numérique en s'appuyant uniquement sur une discipline scientifique. Okay ? Il est clair que de plus en plus, les modèles qui vont être développés sont des modèles qui vont faire appel à de l'interdisciplinarité, où on va devoir mélanger des compétences en physique, en chimie, en climatologie, de manière à pouvoir adresser
des problématiques qui sont soit des problématiques institutionnelles, soit des problématiques industrielles pour le développement de nouveaux produits. Il est clair qu'également pendant la discussion du panel a été discuté le traitement massif des données, qui va devenir pour la science un sujet absolument incroyable. Il y a une vague de données multiformes qui vont devoir être traitées. Et très clairement, ce que les acteurs du panel ont mis en avant, c'est cette nécessité de la convergence entre les compétences du calcul scientifique, de la simulation numérique et du big data, de manière à pouvoir apporter aussi bien au monde académique qu'au monde industriel un certain nombre de réponses efficaces. Et on va dire la nécessité de faire travailler ces deux types de compétences ensemble s'avère aujourd'hui quelque chose d'indispensable. Un dernier commentaire qui a été fait à la fin du panel, qu'on vous livre, qui est le dernier bullet point sur le slide, c'est de dire que le calcul scientifique et la simulation numérique s'appuient en particulier sur tout ce qui est le traitement parallèle et ce qu'on appelle le massivement parallèle. Et un des commentaires est de dire que nos enfants, demain, à l'école, vont commencer à réfléchir et à penser massivement parallèle pour être prêts justement à faire face aux défis qui se posent à nous dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et il y a un dernier slide de conclusion pour toi, David. Merci. Bon, algo que surgió de manera muy natural fue que este momento se antoja como muy conveniente para acelerar el compartir experiencias entre la comunidad francesa y la comunidad mexicana en este tema. Y otra cosa que para mí fue muy importante es la manifestación expresa por parte de las instituciones francesas de tener la mejor disposición para apoyar el desarrollo de este campo en México, ¿no? Y que, como ya expliqué, el esquema seguido por Francia en el desarrollo de cómputo de alto rendimiento resulta o se antoja muy pertinente para copiarlo, digamos, de alguna manera al esquema mexicano, ¿verdad? Las características originales, iniciales, digamos, los parámetros iniciales que tuvo Francia para desarrollar este tema son muy similares a los que actualmente se tienen en México, ¿verdad? Y bueno, yo terminaría diciendo que por supuesto esto implica la definición de una ruta crítica, ¿verdad?, que podemos hacer de manera conjunta con el apoyo de Francia, y por supuesto la voluntad política y el apoyo económico que se requiere para implementar este tipo de herramientas, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a David Ríos. Olvidé presentar a ellos dos, que son las personas que han coordinado, organizado el panel de cómputo de alto desempeño. David Ríos es el director del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, un centro de investigación de la red de centros CONACYT, y Luc Saint-Janet, él es el jefe de proyectos internacionales de la empresa Atos Bull aquí en Francia. Agradezco mucho sus conclusiones, creo que ha sido un panel muy rico. Yo estuve ayer en algunos de los momentos ahí escuchando, y creo que representa pues una necesidad, pues podríamos decir transversal para la investigación y para la innovación. Tanto las empresas como los investigadores y los centros de investigación en el futuro tendrán que acudir, tendrán que tener los recursos de cálculo de alto rendimiento, como bien lo han señalado ustedes. Muchas gracias. Y a continuación le pediría a Alessandro Rizzo, quien es el representante del IRD
en México, y al doctor Rafael Loyola Díaz, que es el director del Centro de Cambio Global del Sureste, que pasen y nos presenten las conclusiones del panel de Le Changement Climatique et ses Impacts. Sí, por favor. Gracias. Voilà les micros. Gracias, merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, on voudrait bien évidemment remercier les organisateurs de ces forums franco-mexicains, tant du côté français que du côté mexicain, les CONACYT bien sûr, et les ministères de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, car il nous a donné une opportunité importante pour discuter du changement climatique, certes, qui est une thématique de recherche et d'actualité absolument très importante, tant du côté français que du côté mexicain. Je souhaiterais, et Raphaël, bien évidemment, c'est joint à moi, à remercier aussi tous les intervenants. On a eu un panel très riche avec plus ou moins 13 ou 14 chercheurs du côté français et du côté mexicain qui ont pu justement introduire des questions très importantes autour de la variabilité du climat et de son changement. Il y a eu différentes institutions qui ont participé. Si vous permettez, peut-être je vais les citer très rapidement de façon peut-être un peu confuse, mais certainement important de citer ces organismes qui ont donné beaucoup d'importance à cette activité, à ces réflexions, cet échange entre la France et le Mexique. Alors, on a les CCC du côté mexicain, qui est un centre lié au CONACYT, comme les CIBNOR aussi. On a eu Ecosur aussi du côté mexicain, l'Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, les Centro del Cambio Global et de la Sustentabilidad nel Sureste, dont le directeur qui est assis à mes côtés. L'UNAM, bien évidemment, très, très engagé dans cette réflexion avec différents centres, comme les centres des sciences de l'atmosphère, l'Institut de biologie et aussi les centres des géosciences. Côté français, on peut citer l'IRD, on peut citer l'université de Brest et l'Institut universitaire européen de la mer, l'Université de Lyon, l'IDRI, par exemple, et beaucoup d'autres que certainement je suis en train d'oublier, je m'excuse. Côté les panels, nous l'avons souhaité principalement organiser autour des 3 objectifs, c'est-à-dire comprendre les changements climatiques et surtout discuter des incertitudes qui sont encore très nombreuses autour du climat. Voir ce qui sont les impacts principalement tant sur l'environnement mais aussi sociétaux, alors sur les sociétés qui sont particulièrement impactées bien évidemment dans un pays comme le Mexique et dans une région comme l'Amérique centrale et les Caraïbes qui sont les régions voisines bien évidemment de ces grands pays qu'est le Mexique qui sont impactés fortement par la variabilité du climat. Et aussi bien évidemment s'est posé la question comment s'y adapter au changement climatique. Les intervenants, particulièrement les interventions, plutôt ont été organisées autour d'une approche plutôt écosystémique, autour des écosystèmes marins et côtiers, des écosystèmes continentaux, des processus aussi sociétaux, c'est-à-dire on a essayé de toucher tout ce qui concerne aussi la santé humaine, la santé animale, bien évidemment, et particulièrement des environnements comme l'environnement urbain. On a parlé tout à l'heure de la ville durable. Je pense aussi que la ville durable est une ville qui doit s'adapter, bien évidemment, au changement climatique. Ceci a été souligné par nos collègues et particulièrement à travers des mécanismes de coopération et d'activités de recherche innovants, particulièrement à travers des recherches-actions, à travers des observatoires de la ville, qui ne soient pas uniquement réservés aux universitaires, aux chercheurs, mais aussi aux praticiens de la ville, au secteur privé, secteur public, tous les intervenants qui justement opèrent autour des questions de l'urbain. L'importance aussi de la planification, bien évidemment, urbaine a été soulignée pour donner, bien évidemment, plus de durabilité aux villes d'aujourd'hui, en sachant, bien évidemment, qu'en Amérique latine, 80%
de la population à être urbanisée. C'est une question particulièrement urgente. Un autre élément que je souhaiterais souligner, qui a été mis en exergue par nos collègues, c'est la dimension aussi de renforcement des capacités. La formation, bien évidemment, pas uniquement la recherche. C'est important, bien évidemment, mettre l'accent sur la masse critique qu'on peut former dans la région. Il y a des carences parfois, et particulièrement au niveau master et surtout au niveau doctoral, avec éventuellement une proposition à un moment donné, avec un appui de la part des universités françaises, de mettre peut-être en route un projet d'école doctorale à niveau régional. Ça, c'est important parce que la dimension régionale et la dimension internationale émergent comme une priorité. C'est-à-dire on peut pas traiter du changement climatique en s'y limitant bien évidemment au Mexique ou éventuellement en s'y limitant aux pays voisins. Il faut avoir une approche globale autour du changement climatique, décloisonnée, surtout en termes aussi des disciplines. Et particulièrement, quelques propositions intéressantes ont été avancées surtout en termes de coopération internationale, tant au niveau régional, bien sûr, avec l'Amérique centrale et les Caraïbes, mais surtout au niveau continental et pourquoi pas aussi au niveau transatlantique avec la participation d'autres continents. Et particulièrement, une attention particulière a été donnée au continent africain. Alors, je pense que sur ces questions ici, on pourrait avancer des propositions aussi de coopération beaucoup plus ouvertes, décloisonnées, afin de résoudre des questionnements qui sont encore très incertains autour du climat. Et je passe la parole à mon collègue, à mon ami Raphaël Loyola, qui va vous présenter quelques conclusions du panel. Yeah. Bonjour a vous tous et a vous toutes. Yo no tengo ya mucho que agregar a lo que dijo Alessandro, es una muy buena síntesis de la reunión. Y solo quisiera comentar algunos puntos. Un primero, sí hay que hacer un reconocimiento al CONACYT y al Ministerio de la Educación Nacional, Educación Superior e Investigación de Francia por haber incluido un panel sobre cambio climático en este importante foro de la cooperación científica México y Francia, que definirá una agenda de investigación que preocupa a ambos países, ¿no? Y reconocer el significado de que se haya incluido el panel de cambio climático por varias razones que yo creo que tenemos que mencionar. Una primera, que sin duda el tema de cambio climático es el tema del siglo XXI y que implica investigación, que implica desarrollo tecnológico, que implica formación de capacidades, que implica formación de investigadores, que implica fortalecimiento de instituciones, que implica creación de nuevas instituciones en la materia, ¿no? Segundo, porque se haya dado esta reunión en la misma semana en la que en la UNESCO se tiene una reunión que es muy importante en el marco de la COP21 y que también vuelve a reiterar la importancia del tema y la insistencia de seguir profundizando esfuerzos en materia de cambio climático. Y desde luego porque está dando en el marco, en el año de la COP21, en donde Francia quiere dejar una huella muy positiva, pues ahora sí por el bien del planeta, ¿no? O sea, no podía faltar una reunión sobre cambio climático en una reunión como la que nos convocó. Y finalmente, y en seguimiento a una serie de recomendaciones del IPCC, es la oportunidad y es el momento, este tipo de reuniones, para regionalizar la investigación en materia de cambio climático y para bajar la escala de conocimiento y para bajar la escala de la observación y del monitoreo sobre todo lo que está sucediendo en materia de impacto, ¿no? En este sentido, lo que quedó muy claro en la reunión es que si bien se ha avanzado mucho en las incertidumbres respecto a si existe o no el cambio climático, sin embargo, existe mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el nivel, la profundidad y el sentido de los impactos, de ahí que se tenga que profundizar la investigación en la materia, ¿no? Y finalmente, y a partir de una agenda y de un documento de trabajo que entregamos a CONACYT como resultados de la sesión y que con mucha precisión expuso Alessandro, no quisimos de que quedara en
en una propuesta de agenda de trabajo para que a ver quién lo cache en el futuro, sino que hay la intención de tratar de propiciar a principio del año que entra ya una serie de reuniones muy particulares sobre parte de la agenda que se propone para empezar a dar pie a la generación de equipos de investigación y de proyectos en la temática a partir de la región de los Umacinta y con mirada hacia Centroamérica y Caribe, para armar proyectos que sean competitivos y que sean susceptibles de obtener financiamiento. O sea, no hay que hacer nada más una propuesta de agenda, hay que continuar la agenda porque hay mucho por hacer. Sería todo, muy amables. Muchas gracias. Yo creo que sin duda en este esfuerzo que encabezan el IRD y el Centro de Cambio Global del Sureste Mexicano, hay un gran potencial para la cooperación entre México y Francia, y además hay la coincidencia en las políticas exteriores de uno y de otro país, del interés de incorporar en estos esfuerzos a Centroamérica y al Caribe. Así que bueno, pues muchas gracias por el trabajo realizado y por las perspectivas y el gran potencial del proyecto. Y a continuación invitaría a pasar a este espacio a los coordinadores del panel sobre energía solar, Gilles Flamand del CNRS y el doctor José Mustre, director del CINVESTAV, por favor. Este es el micrófono que está funcionando bien. Et bonjour à tous. Avant que je puisse accéder à ma présentation, je voudrais remercier le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur pour cette, et le CONACYT évidemment pour nous avoir donné l'occasion de discuter avec nos collègues mexicains sur évidemment l'énergie solaire, qui est un thème extrêmement important, qui est lié à ce qu'on vient de voir précédemment, puisque dans les problèmes de réchauffement climatique, eh bien, il y a aussi les problèmes de transition énergétique, donc passer d'un système basé sur le carbone à un système avec l'énergie renouvelable. Donc je vais présenter les conclusions, le déroulement et les conclusions de ce panel, et puis je laisserai quelques commentaires également à mon collègue José. Alors, tout d'abord, avant de voir directement ce que nous avons discuté, je voudrais parler de la ressource, parce que lorsqu'on parle d'énergie solaire, évidemment, eh bien, il y a la question de quelles sont les ressources. Hein. Alors, il y a deux types de ressources, c'est important de le signaler, hein, puisqu'on va voir que ça a de l'importance sur les applications. Alors, ce qu'on appelle le rayonnement global, hein, donc le GHI, hein, c'est Global Horizontal Irradiation. Donc, vous voyez qu'on a des niveaux évidemment d'ensoleillement bien supérieurs au Mexique, comme vous le savez, et qu'en France, on est sur un ensoleillement moyen raisonnable pour, disons, au niveau mondial et relativement bon pour l'Europe, avec des niveaux qui sont à peu près maximum à 1700 kWh par mètre carré et par an. En France et au Mexique, c'est autour de 2300. Voilà. Alors, cette ressource, hein, donc le rayonnement global est utilisable par des systèmes de conversion type photovoltaïque et panneaux thermiques classiques. Alors, l'autre ressource, ce qu'on appelle donc le rayonnement solaire direct, qui est un petit peu différent, puisque le rayonnement direct vient en fait juste de la couronne solaire. Hein, et donc, ça, c'est utilisable par les systèmes à concentration. On va voir qu'on a évoqué ces deux installations. Et donc, les systèmes à concentration, là, cette fois, la ressource est un peu différente. Vous voyez que, par exemple, pour le Mexique, eh bien, ça concerne plutôt la partie nord du Mexique. Évidemment, pour la France, c'est la partie sud. Voilà, donc, et là, on a des niveaux d'irradiation qui sont maximum en France jusqu'à 2000 kWh par mètre carré et par an. Et puis au Mexique, on arrive à 2800 environ vers la partie nord. Et voilà, la Californie du Sud.
Donc voici c'est important de savoir qu'il y a des ressources importantes dans les deux pays, et en particulier pour le rayonnement solaire direct, c'est un domaine de coopération qui pourra devenir important dans l'avenir, parce que la France peut être considérée comme le berceau de l'énergie solaire concentrée avec le four solaire d'Odeyo, et le Mexique aujourd'hui est très intéressé par le développement aussi de cette ressource. Alors, maintenant, j'en viens au bilan. Donc, vous voyez qu'il y a eu une forte participation, hein, donc 24 participants, 13 du Mexique et 11 de France. Donc, vous voyez que c'était bien équilibré avec une forte présentation. Donc, on a eu 8 présentations pour les recherches donc sur les recherches et l'innovation dans ce domaine, et donc 3 du Mexique et 5 de France. Alors, je vais juste présenter rapidement les différents domaines, hein, qui ont été présentés par les participants. Vous voyez que le premier exposé a concerné justement l'énergie solaire concentrée, hein, donc avec Claudio Estrada, et donc les travaux actuels au Mexique dans ce domaine-là. Les 2 autres exposés donc, ont concerné plutôt les applications photovoltaïques ou tout ce qui concerne les photoprocédés, donc avec Elder de la Rosa, qui nous a présenté donc les activités sur le photovoltaïque organique, les quantum dots, etc. Et puis Gerko Oskam, concernant lui donc les cellules solaires à colorants, les perovskites, la photoconversion de l'eau en hydrogène et les matériaux sélectifs. Alors, côté français, nous avons eu 5 présentations, hein. Tout d'abord, une exposé de Gabriel Olal, donc, qui nous a présenté en fait une fédération du CNRS sur l'énergie solaire, donc, qui peut être un point d'entrée extrêmement intéressant pour les propositions de collaboration, puisqu'en fait c'est un système qui permettra de redispatcher ensuite les demandes, hein, puisque c'est pas un centre d'études, c'est juste une fédération de laboratoires qui essayent de collaborer. Alors ensuite, il y a une présentation industrielle donc, de Raphaël Alliot de la CNIM, qui est une entreprise qui développe donc des systèmes à concentration par miroir de Fresnel, hein, donc en particulier pour faire de la vapeur et de l'énergie électrique à partir de systèmes thermodynamiques. Et nous avons ensuite eu l'exposé de Judicael Le Rousseau donc sur tout ce qui concerne les propriétés, des systèmes de mesure des propriétés optiques des matériaux photovoltaïques. Donc c'est un laboratoire de Marseille. Ensuite Jean-Jacques Bézian donc de Rhapsodé à Albi sur tout ce qui concerne les aspects optiques et donc de la simulation du rayonnement solaire et de l'interaction de ce rayonnement avec l'habitat et puis tout ce qui concerne les systèmes également à miroir. Et enfin, j'ai présenté le laboratoire Promesse, qui est en fait le centre de recherche national sur le solaire à concentration. Alors, voici nos propositions, hein. Alors, nous avons défini 4 domaines stratégiques, hein, donc qui ont émergé comme domaine de collaboration parmi les participants entre la France et le Mexique. Alors évidemment, ces domaines ne seront pas limitatifs, hein, puisque tout le monde n'était pas représenté, donc il y a évidemment des possibilités de collaboration dans d'autres domaines, mais pour l'instant, nous avons identifié ces domaines comme des domaines sur lesquels on peut évidemment rapidement définir des recherches communes et des projets communs. Alors quels sont ces domaines ? Donc voici les 4 domaines. Donc, le premier domaine, c'est les nouvelles générations de cellules solaires. Et donc pour chaque domaine, nous avons déterminé deux correspondants, des correspondants côté mexicain et côté français, hein. Donc ils sont Elder de la Rosa et Judicael Le Rousseau, donc pour ce premier grand domaine de recherche. Le deuxième domaine, c'est tout ce qui concerne la chaleur solaire pour les procédés industriels, avec donc Gabriel Ramos et Raphaël Alliot. Hein, donc là, on a un domaine plutôt applicatif, hein, mais qui concerne aussi la recherche sur les matériaux sélectifs, etc. Ensuite, nous avons le troisième domaine, c'est le système solaire à haute concentration. Hein, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc le Mexique ayant une ressource solaire
directe très importante, une des meilleures, dans la partie nord, une des meilleures au monde, et bien là, effectivement, il y a un grand domaine de collaboration possible. Hein, et donc là, c'est Claudio Estrada et Gabriel Olald qui sont les correspondants. Et puis alors là, ce domaine d'application, eh bien, c'est en fait bon, la conversion thermodynamique, mais aussi tout ce qui concerne par exemple la métallurgie, le traitement de minerais, ça peut être également donc, les problèmes de recyclage de matériaux, etc. Et en fait, ce qu'on appelle les solar fuels, hein, donc c'est en fait l'hydrogène, le recyclage du CO2 hein, par des différents processus qui sont des processus soit thermochimiques, soit photochimiques. Donc là, on peut avoir plusieurs approches. Et donc c'est aussi un moyen extrêmement intéressant de stocker l'énergie solaire hein, dans des combustibles renouvelables. Et donc là, c'est Gerko Osram et moi-même. Voilà. Donc j'en ai terminé donc avec la conclusion de ce panel. Donc, si tu veux rajouter, if you want to add something. Sí, muchas gracias. Prácticamente el profesor Gilles Flamand ha resumido totalmente lo que habíamos concluido en este caso. Quisiera nada más comentar en términos generales que en general la participación que tuvimos más bien fue complementaria. Había algunos puntos en los participantes mexicanos que enfatizamos mucho más la parte de sistemas fotovoltaicos y la parte francesa en general más sistemas de concentración solar. Pero creo que al final pudimos no solo complementar, sino establecer contactos directos en estos 4 temas y es muy importante. Como mencionaba también el profesor Gilles Flamand, no son exclusivos. Algunas de las partes muy importantes que no se contemplaron aquí fueron sistemas fotovoltaicos basados en semiconductores en donde hay una fuerte presencia tanto en Francia como en México, son campos con mucha tradición y que podrían ser incorporados. Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias. A mí me parece magnífico el resultado de este panel porque, bueno, pues claramente están ya señalando 4 temas muy concretos en los que hay un responsable del lado mexicano y un responsable del lado francés, y esto claramente en el futuro llevará a colaboraciones productivas. Muchas gracias. Y el cuarto panel que se incluyó en la parte temática del foro fue acuicultura, y entonces invito a pasar a este espacio a Carlos Pineda de Blue Genetics y a Olivier Demure de Grupo Grimaud para compartir con nosotros las conclusiones. Sí, claro. ¿Cómo estás? Bien. Este sí que está funcionando bien. Pues nos echamos bien. Bueno, ¿qué tal? En este primer lugar, buenos días a todos. Nos gustaría dar un agradecimiento para aprovechar a nombre de todos los panelistas que estuvimos aquí, la oportunidad que nos brindaron tanto las autoridades franceses y tanto los miembros del CONACYT que nos invitaron a este foro, y aprovechar a dar un reconocimiento muy grande a CONACYT y BPI France, en especial a CONACYT que nos ha apoyado mucho durante el desarrollo de nuestro proyecto en todos estos años. Ha sido el resultado verdaderamente de
de 2 o 3 generaciones, que consideramos un proyecto de éxito, platicando de camarón, pues un evento muy grande, ¿no? Un poco este panel, el tema de nuestro panel se llamaba Alianza Franco-Mexicana para hacer frente a las enfermedades específicas a la industria mundial del camarón. Fue un panel muy chico, como que el tema no es un tema que le gusta mucho a la gente, sin embargo sí le gusta mucho el consumo del camarón al 95% de la gente. Ahí estábamos por ahí arrinconados, pero bueno, fuimos cinco panelistas y fueron en su mayoría, el mayor número que tuvimos fueron 8 gentes más, todas mexicanas, por cierto, y dentro de los panelistas dos gentes de Francia, ¿no? Y bueno, un poco en las conclusiones, los participantes del panel estaban dentro de la parte francesa, dentro de los centros de investigación, el grupo CISAF, que es la unión de seleccionadores avícolas y acuícolas de Francia. Estaba esta compañía, Grupo Grimaud, que es el segundo grupo líder mundial en genética, y por la parte mexicana estaba el Centro de Investigaciones Biológicas, el CIMNOR del Noroeste en México, estaba Acuacultura Mar y estaba Blue Genetics México. Y básicamente un poco para ponerlos en el contexto de lo que se habla, pues todos han visto que en las industrias alimentarias se han pasado por plagas, por enfermedades, en las animales igual, y el camarón no ha sido una de las excepciones como tal. La industria del camarón mundial es una industria muy, muy grande y muy rentable, en donde ha sido muy atractivo para los inversionistas poner su dinero en un negocio que como acuacultura se puede decir que es una de las especies más rentables, quizá junto con el salmón. Y cuando las actividades son rentables, los sistemas se saturan un poco y eso hace más susceptible que lleguen nuevas enfermedades. Y es una cosa que no podemos evitar como tal, pero sí podemos contrarrestar en muchas de las partes de las enfermedades. Entonces, dentro del panel se expuso este proyecto de la obtención de una línea híbrida de camarón que sea resistente a las enfermedades y que a la vez crezca bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se necesitan los dos atributos? El día de hoy ya se tienen líneas de camarón que son resistentes como tal a algunas enfermedades, que han mostrado una tolerancia a las enfermedades, y también hay líneas de camarón que hemos desarrollado genéticamente para el crecimiento del camarón y crecen muy, muy rápido. El problema es que no hay líneas resistentes que crezcan rápido. Entonces, una línea resistente que crece muy lento en un ambiente de bajos precios no es rentable para la industria, porque son líneas que tienen alrededor del 50 o del 60% de supervivencia, que no desarrollan bien, que no tienen un buen factor de conversión alimenticia, y lo que ocasiona es que en un ambiente de buenos precios, pues uno siembra y toma el riesgo. En los ambientes de malos precios, puedes tronar con las enfermedades por un lado y por el otro lado no ser rentable. Bueno, cada uno de los panelistas expuso el perfil de la compañía que representaba como tal, las fortalezas que tenía, así como su rol específico dentro del programa de la alianza. Durante las exposiciones, no obstante que ya nos conocíamos, no obstante que se tenía un plan, nos dimos cuenta que habían muchas nuevas tecnologías y herramientas en genética que el día de hoy ya se pueden aplicar como tal, y eso hace susceptible que el plan que ya teníamos se podía mejorar cada día más, y se acordó una siguiente reunión muy en breve,
en la cual queremos identificar todas las áreas de oportunidad de nuestro plan, redefinir nuestro rumbo, ver hacia dónde vamos y hacer un plan que nos permita acelerar los resultados de nuestro proyecto y tener las oportunidades de mercado en forma. Nuestro mercado es el mercado de Asia, es un mercado muy, muy grande, es un mercado de 3 billones de dólares, con una demanda de reproductores de camarón muy alta, por el orden de 2 millones de reproductores. Entonces, no hay ahorita en el mercado ningún tipo de línea que sea resistente y que crezca bien. Todas las líneas que hay en Asia son líneas que básicamente son libres de enfermedades con buen crecimiento y están en una crisis muy, muy grande. Entonces, la oportunidad también de mercado es grande. Entonces, tenemos que acelerar nuestro programa para poder tener esa oportunidad de mercado. Asimismo, dentro de los participantes del panel asistió un representante de Grupo InVivo. Grupo InVivo es un grupo francés que se dedica en el mundo, tiene plantas de alimentos para todas las especies animales. En específico estamos platicando del camarón. Grupo InVivo ya tiene el día de hoy una asociación en las operaciones de Blue Genetics en Vietnam y bueno, vio todo lo que estamos haciendo el día de hoy en genética en cuestión del camarón. Entonces se manifestó el interés de poder participar activamente en la alianza que ya tenemos y vamos a acordar en fechas próximas nuestra alianza también con InVivo. Por otro lado, y como final, se anunció la creación del Centro de Selección y Producción de Líneas de Camarón Genéticamente Mejoradas. Es un centro que se va a construir en el Parque Bioelis del Centro de Investigaciones Biológicas en el noroeste, en La Paz, en Baja California Sur, que es un proyecto también apoyado con fondos con CID, en su mayoría, y en compañía también con Blue Genetics México. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Adelante, Olivier. Bonjour à tous. Donc, merci Carlos pour ce brillant résumé. Je ne vais pas avoir énormément de choses à rajouter. Peut-être apporter quelques précisions sur les aspects un peu scientifiques qui ont été discutés. Donc, il y a eu effectivement 5 présentations qui avaient vocation un petit peu à essayer de comprendre le modèle et apporter de nouvelles stratégies pour répondre à ces problèmes de pathologie chez la crevette. Un des premiers points quand même, c'est que quand on parle de gros marchés, sur les 15 dernières années, c'est environ 15 milliards de dollars qui ont été perdus dans les problèmes de pathogènes chez la crevette. Donc c'est un problème qui est loin d'être négligeable et qui donc permet aussi derrière d'apporter des réponses qui mobilisent des moyens, puisqu'il y a un gros gain potentiel à la sortie. Parmi ces réponses, ce que l'on a pu voir, c'est la première question qu'on se posait était: est-il possible de sélectionner les animaux à la fois sur les caractères de croissance, donc qui sont le caractère demandé par le marché pour la vente, et pour les caractères de résistance, puisqu'il y a une incompatibilité entre ces deux caractères, ils sont antagonistes, et donc sélectionner pour l'un en général et dégrade l'autre caractère. Et au travers les différents topos qu'on a pu voir hier, on a eu des exemples à la fois en aquacole chez le poisson, pas chez la crevette, mais chez des poissons, ou dans des espèces mammifères type le porc ou le lapin, ou chez la poule, des exemples qui montrent que l'on peut sélectionner à la fois sur la résistance ou la tolérance à une maladie, tout en gardant des performances de croissance ou de caractères commerciaux qui restent intéressants et qui même continuent à progresser. Donc ça, c'était aussi intéressant de confronter ces différents modèles pour, en quelque sorte, se dire que la question qui est posée chez la crevette n'est pas une question aberrante, il y a des possibilités d'y répondre par différentes stratégies. Et dans les différentes stratégies qui ont été évoquées hier, on a eu des présentations de différents aspects, avec, je dirais, trois grands champs de recherche possibles. Le premier, la génétique, a été longuement évoqué déjà, avec des nouvelles technologies, j'y reviendrai tout à l'heure. Le second, ce serait la meilleure maîtrise de l'environnement en fait, des individus, c'est-à-dire le bassin dans lequel ils se trouvent, et notamment le microbiote, c'est-à-dire les pathogènes qui peuvent s'y retrouver.
en essayant d'avoir un contrôle de ce microbiote. Et puis le troisième élément, c'est l'aspect alimentaire, c'est-à-dire la capacité d'apporter un aliment qui est à la fois extrêmement productif en termes de croissance pour les crevettes, mais qui ne soit pas trop riche pour favoriser l'émergence de certains pathogènes. Donc là-dessus aussi, il y a des travaux à faire. Et effectivement, comme le mentionnait Carlos tout à l'heure, le fait qu'on ait eu une personne de In Vivo dans le panel permet d'imaginer d'aller plus loin sur ces questions d'aspect alimentaire. Et pour la génétique, puisque c'était quand même le gros de la discussion, parmi les différentes stratégies qui ont été évoquées, en fait, on était parti sur des questions de croisement et de sélection un petit peu traditionnelles qui fonctionnent bien. Et en discutant et en voyant les autres exemples dans les modèles mammifères ou aviaires, on a pu s'apercevoir qu'il y avait d'autres stratégies potentiellement intéressantes qui permettraient d'aller plus vite en termes de sélection et en même temps d'avoir une efficacité aussi au niveau tarifaire, c'est-à-dire réduire les coûts de la sélection tout en ayant une sélection plus efficace. Donc c'est l'ensemble de ces approches qui ont été discutées hier qui devraient être mises en place probablement à travers un projet donc, qui a été évoqué hier, qui est financé par BPI France et Conacit, entre Blue Genetics et Aquamar, ainsi que les chercheurs de Signor, et qui donc va permettre de mettre en place concrètement les questions qui ont été évoquées hier dans un programme d'amélioration génétique de ces populations qui ont été évoquées par Carlos. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Muchas gracias a Carlos y Olivier. Como señaló Carlos, a pesar de que hubo poco público en el panel, sin embargo, yo creo que es el ejemplo de el grupo que más avanzado está en los trabajos en la cooperación México-Francia, ya con resultados muy concretos, con camino recorrido y con potencial en el futuro. Así que bueno, pues muchas gracias por haber participado en el foro y por las conclusiones. Gracias a ti, Arturo.